supputation, donc, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein. Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça, il est présumé. Parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis, qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais une journaliste rwandaise. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question, de vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice, qui a suffisamment d'éléments. Clôturer la question. Ça va? Les 4 millions... Qui donne même indication de nom. John Lungila est votre confrère. J'en viens à le citer. Et je le dis, que vous également, vous soyez soupçonné d'être de connivence avec... arrêtez de m'impressionner. Arrêtez de m'intimider, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que nous intimidations, nous risquons... La justice, l'actualité, c'est tout le jour, c'est chaque jour. Aujourd'hui, Kinshasa et une partie du Congo central se sont réveillés les pieds dans l'eau. On parle des morts, une vingtaine de morts, bilan provisoire. 30. Voilà, une trentaine déjà, ça ne fait que s'alourdir. Quelle est la part de la responsabilité de la justice dans cette catastrophe? Est-ce que la justice a une part? Vous savez, merci beaucoup Élisée pour cette pertinente question. D'abord, je présente toutes mes condoléances chaleureuses, sincères à toutes les familles éplorées par ces drames, cette catastrophe naturelle. Vous savez, c'est à cause, entre autres, du non-respect des lois de la République, notamment sur l'urbanisme, sur le foncier, que nous en arrivons là. Je vous donne les cas du débordement des eaux de la rivière Njili. C'est parce que l'on a construit sur le lit de la rivière. Et lorsque l'État veut intervenir, on crie au scandale. Parce que cet État est faible et fort avec les faibles. Absolument pas. Et faible avec les forts. Vous parlez de Njili, il y a la baie de Ngaliema aussi. Ce n'est que ça. Il y a la baie de Ngaliema aussi. Ça n'est qu'un exemple pour dire que... Pourquoi on ne parle pas de la baie de Ngaliema? Baie de Ngaliema et la rivière de la Gombe, ce n'est pas au ministre de la Justice de démolir. Je suis en train de vous expliquer la procédure. Que c'est le fait du non-respect des lois de la République que nous avons effectivement tous ces débordements des eaux. Nous venons de nous entretenir avec les collègues, membres du gouvernement, Mineta Affaires Foncières, Acacia, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Après cette émission, nous nous retrouvons sur les sites où il y a eu tous ces drames et nous prendrons des mesures urgentes, drastiques, pour pouvoir parer à toute éventualité des résurgences de ce type de calamité. Pourquoi ça n'a pas été pris avant? Monsieur le ministre, il y a mort d'hommes. Pourquoi chez nous, il n'y a que lorsqu'il y a des morts, vous mettez des commissions en place? Mais les gens qui ont construit la rivière Gombe, par exemple, ça bouge de partout. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, les nababs du système, les hommes riches, les étrangers intouchables qui sont protégés par les colonels, les généraux. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des mesures, on va dire, souveraines, de faire respecter l'État? Vous savez, la compétence est d'attribution en droit public. Moi, ministre de la Justice, je ne peux pas me substituer en gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, ministre de la Justice, je ne suis pas juge au nom de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Tout ce que je sais faire, c'est donner injonction au procureur, aux magistrats du parquet, conformément à l'article 70 de la loi du 11 avril 2013, qui m'en donne ce pouvoir. Vous l'avez fait? Et que donc j'ai fait plus d'une fois des injonctions. On respecte pas? Non, il revient à chaque responsable de faire son travail. L'injonction que j'ai à donner n'oblige pas non plus un magistrat du parquet. C'est pas formalité. Parce que je ne peux pas interférer dans l'instruction. C'est juste une formalité. Au moment vous êtes en train de nous dire là maintenant. Non, je ne suis pas légalement, c'est aussi ça l'état de droit. Je ne suis pas habilité en tant que ministre de m'ingérer dans une instruction.
Mais je peux vous rassurer que j'ai pris, à mon niveau, des mesures nécessaires. J'ai donné des injonctions nécessaires pour que, effectivement, ces genres d'état de choses ne se reproduisent pas. Mais il revient également à la population de comprendre que lorsque l'on va commencer à casser, que l'on ne crie pas au non-droit. Parce que c'est aussi ça le problème. Lorsque l'on va commencer, par exemple, à casser l'église Shekinah, parce que c'est cette église qui a construit sur, effectivement, la rivière Ndjili. Oui, vous serez et ça a bouché, maintenant l'eau ne respire plus, ne coule pas. Vous serez le premier à crier, à sortir dans la rue pour vilipender le chef de l'État, vilipender les autorités. Parce que dans l'autre côté, je reviens sur la question. Il revient. Vous allez laisser ceux qui ont construit la baie de Ngaliema, il faut faire les deux à la fois. Il ne faut pas faire de la fixation. Ce n'est pas une question de baie de Ngaliema ou de la rivière Gombe, c'est une question c'est là où les forts ont construit aussi. Non, c'est une question holistique. Je vous parle de Shekinah, qui a plus de 100 000 fidèles. Ce n'est pas un moindre. Donc il ne faudrait pas ici faire de la stigmatisation. Ok? Donc allons sur des questions structurelles qui nous permettent de répondre aux problèmes structurels. Donc ici, le problème est réel, c'est que la population doit comprendre l'impératif de sauvegarder la tranquillité publique, l'ordre public, en laissant le travail, les gouvernants faire correctement leur travail, sans interférence, sans pression quelconque. Et que les gouvernants doivent également agir en toute responsabilité, en mettant de côté des considérations liées effectivement aux immunités, aux privilèges de certaines fonctions. On reste sur les questions d'ordre foncier. Avant votre avènement à la tête de ce ministère, on nous donnait des statistiques comme quoi 60%, parlant des affaires ou d'affaires au niveau de la justice, étaient essentiellement fonciers. Est-ce que ça a changé? Vous savez, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain la source des conflits qui semblent être sociologiques aujourd'hui. Les problèmes fonciers sont aujourd'hui causés aussi bien par les chefs coutumiers, d'une part, par des conservateurs des titres immobiliers, par certains magistrats, certains juges, certains avocats, certains greffiers s'en mêlent. Et ce que nous faisons à notre niveau, c'est d'éviter évidemment débordement, qui est débordement des dédoublements des titres de propriété. En tout cas, depuis que nous sommes ministres de la Justice, vous n'avez plus entendu parler des spoliations, des dédoublements des titres. Vous pouvez vous renseigner. Les litiges qu'il y a actuellement et les quelques, ce sont ceux que nous avons trouvés, en tout cas au niveau de la justice, et nous sommes en train de les liquider. Nous avons réussi, en 9 mois de gestion du ministère de la Justice, de retourner plus de 5485 familles. Ouais. 5000 ouais. Dans leurs droits. 5000 Congolais. Plus de 5485. Les statistiques sont vérifiables. Chaque semaine, je m'organise pour retourner au moins un Congolais dans ses droits. Jusqu'hier, pas plus tard qu'hier, nous avons été à la cité de la vallée de la Funa pour retourner toutes les mamans maraîchères dans leur site. Nous l'avons fait à Ndjili, nous l'avons fait à Antsele, au quartier Canada, et nous continuons à le faire ici à Lingwala. Nous l'avons également fait. Nous continuons, bref, à retourner à Lubumbashi, à Kisangani et partout ailleurs, à Matadi, à Boma, à Mbujima et à Kolwezi, partout où nous avons été, nous nous sommes évertués. Vous touchez quelque chose au passage? Absolument pas. Et c'est toute la différence. Un ministre est un serviteur. Un ministre ne devrait pas se livrer aux compromissions quelconques. Donc on peut dire qu'aujourd'hui sur le plan foncier, il y a une nette amélioration et de moins en moins de litiges fonciers au niveau de... En effet. En tout cas qui naissent pendant que nous sommes là. Il y a de moins en moins de litiges parce que nous avons réussi
à démanteler les réseaux mafieux. En fait, tout ceci est créé par des réseaux mafieux qui s'organisent pour effectivement alimenter ces conflits immobiliers, mais aussi et surtout ravir des parcelles et des propriétés foncières à leurs Monsieur le ministre, avant que Élysée continue, parlons-en un tout petit peu de ces réseaux mafieux. Mais on dit qu'il y a le triangle magistrat, avocat, et des commissionnaires ou des familles parfois véreuses qui proposent aux avocats des commissions, aux magistrats qui vont rendre la justice des commissions, et naturellement, il y a des Indiens, des Libanais qui sont dans cette boucle. Qu'est-ce que l'État congolais fait? Parce qu'il semble que même le patrimoine de l'État est spolié aujourd'hui avec la complicité des magistrats. En effet. En effet. Quel fait Constant Moutamba dans tout ça? Je veux vous rassurer que nous avons réussi, Jean-Marie, à démanteler plusieurs réseaux mafieux ici à Kinshasa et à l'intérieur. Et c'est ici les lieux de remercier les services d'intelligence, ça veut dire l'ANER, qui nous a beaucoup aussi accompagnés dans cet exercice. C'était des réseaux qui existaient, mais je peux vous rassurer, ça fait 9 mois. Depuis que nous sommes là, vous n'allez vraiment plus voir ces réseaux opérer comme ce fut le cas avant. Ils le savent qu'une fois informés, ils sont tout de suite arrêtés et déférés devant les instances judiciaires. Nous avons fait condamner en procédure de flagrance même des chefs coutumiers. Ils sont là en prison. Chefs coutumiers? En effet. Ils sont là en prison. Vous allez en Ndolo, vous allez à Makala, vous allez trouver des avocats qui ont été arrêtés pour ça. Vous avez des greffiers qui ont été arrêtés pour ça. Et c'est ici les lieux de rappeler qu'il y a même des magistrats qui sont arrêtés lorsqu'il s'avère qu'ils sont impliqués dans l'escroquerie de parcelles ou du bien foncier d'un particulier. Alors, on revient sur quelques questions d'actualité au niveau de l'appareil judiciaire, quelques décisions prises par la justice. 3 Américains condamnés pour tentative de coup d'État le 19 mai 2024 ont été graciés par le président Komeé. On se pose la question, pourquoi seulement ces 3 Américains sur le 39 qui étaient condamnés? Il n'y a pas que les 3 Américains. Il y avait aussi le Belge. Ah oui, le Belge aussi. Voilà. Il n'y a pas que les 3. C'était 39 condamnés. Oui, mais il n'y a pas que les 3. Donc il y a le 4. Les 35, vous en faites quoi? Vous ajoutez aussi le Belge alors? Voilà, je dis c'est le 4. Ils étaient 39 condamnés. Ah, très bien. Alors, donc ils sont 4 et il reste 35. Ah, très bien. Vous savez, la procédure de l'exécution de la peine de mort oblige le ministère public à solliciter ce qu'on appelle la grâce présidentielle, qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et il revient au chef de l'État d'apprécier selon le cas à qui accorder la grâce et à qui n'est pas accordé la grâce. Parce que cela dépend aussi des circonstances dans lesquelles l'infraction ou le crime a été commis. C'est le cas. Je n'ai pas interrogé au chef de l'État pourquoi est-ce que vous avez accordé une mesure de grâce, notamment sur la mutation des peines à tel ou tel condamné à mort. Donc on réserve cette question pour le chef de l'État. C'est un pouvoir discrétionnaire. On l'aura. C'est un pouvoir discrétionnaire. On l'aura à lui poser cette question. La Constitution et la Pour nous éclairer sur ce genre de choses. La Constitution ne dicte pas des conditions pour le chef de l'État d'accorder la grâce. C'est son pouvoir discrétionnaire. Il peut se réveiller un bon matin aujourd'hui et dire je gracie tel prisonnier politique. C'est aussi ça la Constitution. Critères. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Bon. C'est lui-même qui est dit non, il n'y a pas de critères. La Constitution, on aura quand même non, j'aimerais que l'on soit clair. L'État de droit postule que les gouvernés et les gouvernants soient tous soumis à l'autorité de la loi. Il nous doit des explications. C'est cela. Non, s'il vous plaît. Nous parlons droit. Non, nous parlons ça. Le président de la République nous doit des explications par rapport à cette grâce présidentielle. Nous parlons droit. La question de la grâce est une question éminemment juridique. Et laissez que je puisse expliquer en tant que... La justice est rendue au nom de... Vous pouvez me laisser finir? La justice est rendue au nom du peuple.
Mais exécuté au nom du chef de l'État. Oui, mais ce peuple-là a besoin d'une explication aussi sur certaines décisions prises. Est-ce que vous pouvez me laisser éclairer l'opinion? Allez-y, Excellence. Et donc, il est important de savoir que la grâce présidentielle, telle qu'est dictée par la Constitution de la République, est différente de la libération conditionnelle qui est un pouvoir reconnu au ministre de la Justice en ce qui concerne les libérations des condamnés. Pour ce qui concerne la grâce présidentielle, cela relève du pouvoir discrétionnaire. Il n'y a pas de conditions, encore moins des critères. C'est le président lui-même qui dicte dans son ordonnance les critères. C'est lui-même qui apprécie. C'est cela toute la différence. Alors que, pour ce qui concerne la libération conditionnelle reconnue au ministre de la Justice, il y a toute une panoplie de conditions qui sont édictées par la loi du 15 juin 2023 sur les régimes pénitentiaires. Et donc, il est important de savoir que la grâce qui est accordée par le président, en réalité, relève de son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est qui n'exclut en rien le fait que nous, en tant que journalistes, nous devrons peut-être poser la question au chef de l'État. Hein? On revient sur une autre décision prise par vous, que certains ont considéré comme si vous mettiez une cible dans le dos de certains journalistes, Pero Luara, Irène Bahengede. C'était ça la stratégie pour vous, de mettre une cible derrière ces deux personnes-là? Ah, les 4 millions. Ah, d'abord, je suis surpris d'apprendre que Pero Luara est toujours journaliste. Je pensais qu'il avait été exclu de la profession de journaliste ici. Que ce soit UNPC, je pense, qui a été et qui est toujours géré de main de maître par le DG Jean-Marie Kassamba ici à Kinshasa, et puis par mon papa Kamanda Mouzebe. Il est toujours journaliste. Les questions, c'est moi qui les pose. Ah, mais je suis surpris que vous puissiez le qualifier, vous, une grande journaliste. On commence par dire Pero Luara, vous êtes une grande journaliste. Vous êtes une grande journaliste d'investigation. Vous mettez une cible, que ce soit un journaliste ou pas. Non, je dis vous êtes une grande journaliste. Vous êtes donné comme mission. Vous êtes donné comme mission de mettre une cible dans le dos d'un journaliste ou pas, mais d'une personne lambda. De qui? La question, c'est moi qui le pose. Je dis, quel est son statut? Vous avez ces prérogatives-là de mettre des cibles. Quel est le statut? Il est toujours journaliste. Peu importe. Ah, okay. C'est une personne avant d'être journaliste. Ah, ok, très bien. Là, je comprends. Alors, si vous dites qu'il n'est plus journaliste au regard de nos lois, là, je suis d'accord. Un ministre de la Justice, c'est les gardiens des lois de la République. Et donc, j'aimerais que nous ayons la même appréhension des concepts, des mots et des termes, suivant notre législation. Je sais que Pero avait été radié de la profession de journaliste. On n'attaque pas la personne de Pero. La justice s'attaque aux terroristes de l'AFC M23 qui en fait sont des supplétifs de l'armée rwandaise qui sèment mort et désolation dans la partie du pays. Je vous informe qu'à Goma, dans la prison de Munzenze, le groupe des Pero Luara il n'est pas sur le terrain, a calciné plus de 1500 prisonniers. Que je sache, il n'y a pas eu un procès contre Luara. Des femmes ont été... Est-ce qu'il y a eu un procès contre Luara? Vous m'avez posé la question. D'accord. Poursuivez. Vous parlez de... Je vous en prie. Merci. Il y a plus de 1500 prisonniers qui ont été calcinés. Il y a un grand artiste local qui a été abattu froidement par les complices de M. Pero Luara. Je vous informe que M. Pero a tenté de recruter plus d'une fois des vrais journalistes maintenant. Je vous cite le cas de M. John Lungila, qui est un témoin. Je vous informe qu'en droit, la preuve testimoniale vaut, surtout qu'en droit pénal, il n'y a pas hiérarchie des preuves. Le témoin est là, et il a témoigné. Il y a un procès contre Luara, ici, dans ce pays? Je vous informe qu'il ne faut pas distinguer procès et instruction préjudictionnelle, madame. Donc il y a une instruction préjudicielle. Il y a une instruction dans ce sens. La justice peut ouvrir. Il y a une instruction. Il y a une instruction, c'est ça. Aujourd'hui, l'information qu'on peut retenir, c'est que par rapport à Pero Luara, il y a une instruction
juridictionnelle. En cours, madame, je vous informe. Et c'est cette instruction préjudicielle. Donc il est présumé innocent aussi. C'est cette instruction préjuridictionnelle qui nous a permis, évidemment, de détecter tous les mouvements de fond qui s'opèrent entre le mouvement terroriste l'UPERO et des achats qu'il opère ici à Kinshasa. Sachez que notre justice n'est plus celle d'avant. La justice du président Tshisekedi, surtout sous Constant Moutamba, n'est pas celle que vous avez connue par le passé. Nous prenons le temps de travailler. Lorsque vous nous voyez agir, ça veut dire que nous avons eu suffisamment d'éléments. Parce que je vous informe que le ministre de la Justice a ce qu'on appelle le pouvoir d'injonction positive sur le magistrat du parquet. Et donc ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est plutôt de la traque contre tous ces criminels qui ont accepté de faire allégeance à l'ennemi pour partitionner notre République. C'est quoi alors le rôle de Pérou? Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi, également. Ah, parce qu'il recrute des gens? Je dis, j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Et donc, vous êtes dans des les intimidations, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête des Pérou m'y a pris pour 4 millions. Merveille Bengele, pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Moutamba lui-même. Madame, le Conseil de ministres ne remplace pas un ministre qui fonctionne dans ses attributions conformément à l'ordonnance portant attribution des ministères. Le Conseil de ministres ne signe pas des arrêtés, des ordonnances et des décrets. C'est cela l'état de droit. Le Conseil de ministres n'a pas la vocation de donner injonction. On a compris. Merci. Et on doit enchaîner avec Yon Chitende, mais question beaucoup plus... Non, mais je voudrais quand même préciser... Oui. Parce qu'il n'y a pas que son ami Pérou Loara. Bon, il n'a pas dit que c'était son ami. Hein. Ce n'est pas son ami, c'est pas son ami. Donc, et n'a posé pourquoi, mais pourquoi n'a-t-elle pas posé la question sur Franck Diongo? Là, je viens de donner injonction aussi pour que... Mais bien sûr. Franck Diongo aussi. Depuis hier. Franck Diongo aussi. En effet, il y a M. Franck Diongo. Et Moukoumadi. Il y a M. Joseph Moukoumadi. Mais oui. Pourquoi vous ne posez pas la question sur Célestin Goma? Parce que... Maître Célestin Goma, qui a été, parce que je suis convaincu qu'il a été radieux de Palou, de mon aîné Mayobo. Vous savez comment il est parti aussi chez Ngoma, Célestin Goma, parce que je l'ai fait arrêter aussi. Ah oui? Il est en prison? En effet, et son procès va commencer bientôt. Tous leurs procès, vous allez les voir bientôt. Merci beaucoup. Parce que le travail a été fait, je vous le dis, avec autant de précision, autant de professionnalisme. Vous avez vu, vous auriez dû parler aussi des Nangas. Les Nangas également ont été condamnés à mort, leurs biens ont été confisqués. Nanga Corneille ou Nanga toute la famille? Corneille. Je parle de Corneille ainsi que de certains membres de sa famille qui étaient impliqués. Bon, le fait d'avoir... Pas tous les membres de famille, parce que le père de Corneille Nanga est en liberté aujourd'hui dans les autos. Mais son frère s'est réfugié à Dubaï. C'est bien ici inquiété. Il y a une dame d'ailleurs qui était assistante qui encore... On dit qu'elle a disparu. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu ouverture d'une quelconque action contre monsieur le sénateur Christopher Nanga. Il n'y a aucune action. Lui-même sait pourquoi. Mais il s'est réfugié à Dubaï.